12 janvier 1943. La neige tombait en lourds flocons étouffant le bruit sur les rues pavées d'un petit village belge près de Liège. La fumée s'élevait paresseusement des cheminées, portant l'odeur âcre du tour brûlé et du pain rassis. Les fenêtres étaient closes, les portes verrouillées, comme si tout le village retenait son souffle. Des pas résonnaient doucement sur le sol gelé. Une silhouette seule, le col relevé, les mains enfouies sous son manteau, avançait avec une précision prudente. Dans sa poche, des papiers estampillés du sceau du Reich bougeaient à chaque pas. Ordre? Non. Secret destiné à fracturer la résistance silencieuse de ses propres voisins. Derrière lui, la lueur vacillante des lanternes projetait des ombres sur les murs des maisons qui avaient autrefois offert un refuge. Des enfants se penchaient derrière les rideaux, des mères serraient leurs châles, les yeux grands ouverts, percevant la trahison avant même qu'elle ne frappe. Les occupants attendaient efficacité, loyauté et obéissance. Ils fournissaient les trois, mais dans l'ombre, la graine de la rétribution avait déjà germé. Les murmures de la résistance devenaient plus audibles, et cette nuit, la frontière entre survie et trahison allait se brouiller d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. L'hiver de 1940 avait apporté bien plus que le froid mordant au village belge. Lorsque les divisions allemandes franchirent la frontière en mai, la Belgique fut plongée dans une occupation totale, brutale et méthodique. Les troupes nazies n'avaient pas seulement conquis un territoire. Elles avaient imposé un ordre idéologique et administratif conçu pour effacer toute dissidence et soumettre les populations locales à la discipline du Reich. Les pavés des rues pavées, les clochers des églises et les marchés autrefois animés se transformèrent en espaces de surveillance, de peur et de contrôle. Des patrouilles régulières et des dénonciations anonymes étaient devenues la norme. Chaque regard, chaque mot pouvait trahir, et la confiance entre voisins s'effritait sous la menace constante de représailles. Dans ce climat, des réseaux de collaboration se formèrent rapidement. Certains étaient politiques, cherchant à soutenir la vision nazie d'un ordre européen centralisé. D'autres avaient des motivations plus pragmatiques. Sécurité personnelle, survie économique ou simple opportunisme. Les Allemands eux-mêmes encourageaient ces alliances locales, offrant privilèges, rations supplémentaires et protection aux villageois qui acceptaient de dénoncer, espionner ou neutraliser les postes de résistance. Les membres de ces réseaux, parfois vêtus de manteaux sombres ou d'un brassard distinctif, arpentaient les villages, recueillant des informations sur les déplacements des résistants, les caches d'armes et même les familles soupçonnées de soutenir la liberté. Les habitants, pris au piège, oscillaient entre peur et suspicion. Les témoignages de l'époque décrivent des communautés où l'ombre de la trahison planait à chaque coin de rue. Des journaux clandestins, des lettres interceptées et des rapports de la Gestapo montrent que la population percevait les collaborateurs avec une combinaison complexe de haine, de méfiance et parfois de curiosité morbide. Les enfants voyaient des adultes changer du jour au lendemain, des voisins devenir des informateurs silencieux, des amis se transformer en témoins involontaires. Chaque foyer était une scène d'angoisse potentielle, chaque échange un test de loyauté. C'est dans ce cadre que notre protagoniste entra en scène. Originaire d'un village modeste, il avait grandi dans une famille qui connaissait la rigueur de la vie rurale et l'importance de la réputation. Mais la guerre changeait tout. La promesse d'un statut privilégié, la sécurité pour ses proches et la reconnaissance des autorités d'occupation furent autant de tentations qu'il ne put ignorer. Dès le début, il se plaça volontairement du côté allemand, offrant ses services pour identifier les résistants et transmettre des informations sensibles. Les Allemands, satisfaits de son zèle, lui confièrent rapidement des missions de plus en plus sensibles, des noms à collecter, des mouvements à surveiller, des caches à signaler. Les attentes allemandes étaient claires. Un collaborateur devait agir sans scrupule, sans hésitation et sans pitié. Chaque rapport devait être précis, chaque action efficace. Mais ce que les Allemands ne pouvaient anticiper, c'était l'effet psychologique sur le collaborateur lui-même et sur la communauté qu'il trahissait. Les archives de la police militaire allemande montrent que, dès les premières semaines, une partie des villageois commença à suivre discrètement ses mouvements, à enregistrer ses rendez-vous et à noter les noms qu'il divulguait. La résistance s'adaptait, combinant prudence et ruse, prête à frapper lorsque l'opportunité se présenterait. Les motivations humaines se mêlaient alors à la stratégie militaire. Le collaborateur pensait agir pour la survie, ou peut-être pour la gloire personnelle, mais chaque action rapprochait le Reich de ses objectifs tout en semant la graine de sa propre chute. Le contraste entre l'image de puissance qu'il croyait incarner et la fragilité morale de ses choix était déjà perceptible dans la tension croissante des rues. Les habitants, quant à eux, apprenaient à naviguer entre apparence et réalité, entre la nécessité de cacher leurs activités et l'observation constante des yeux allemands et des espions locaux. La neige continuait de tomber, comme un manteau silencieux recouvrant les villages, effaçant temporairement les traces mais non les mémoires.
Les rapports allemands mentionnent des villages entiers paralysés par la peur, des marchés réduits au silence et des foyers où chaque bruit pouvait annoncer la capture d'un membre de la résistance. Dans ce contexte, le rôle du collaborateur ne se limitait pas à livrer des informations. Il incarnait la fragilité de la loyauté humaine, la tension entre opportunisme et conscience, et la ligne ténue entre survie et trahison. Cette période, froide et silencieuse en apparence, préparait le terrain pour des confrontations morales et physiques qui allaient marquer à jamais le village et ceux qui avaient choisi de trahir ou de résister. La scène était posée. Un collaborateur efficace, une communauté méfiante et une guerre qui exigeait plus que du courage. Elle exigeait une conscience confrontée à la peur, à l'avidité et à la trahison. Au fil des mois, la présence du collaborateur se fit de plus en plus tangible dans la vie quotidienne du village. Les Allemands lui confiaient des missions plus risquées, identifier les résistants cachés dans les fermes isolées, écouter les rumeurs dans les cafés, et parfois même orchestrer des arrestations sous couvert de patrouilles ordinaires. Les archives de la Gestapo révèlent que sa productivité surpassait celle de nombreux autres collaborateurs. Il connaissait le terrain, parlait aux villageois sans éveiller de soupçons, surtout savait exploiter les rivalités et les tensions existantes. Cependant, ce succès apparent était doublé d'une pression constante. La peur de l'échec, le risque d'être découvert par la résistance et la nécessité de maintenir une image de loyauté absolue pesaient sur lui. Des lettres interceptées, conservées dans les archives belges après la guerre, montrent qu'il écrivait parfois à des supérieurs allemands pour signaler son engagement, tout en dissimulant ses doutes et ses remords. Cette tension intérieure ne se reflétait pas dans ses actions publiques. Pour les villageois, il restait l'homme de confiance du Reich, celui qui pouvait trahir un voisin pour un mot de trop, un geste mal interprété. Les résistants, quant à eux, comprirent rapidement qu'un homme parmi eux travaillait pour l'ennemi. Les rapports clandestins indiquent que dès le printemps 1942, des cellules de résistance commencèrent à observer ses allées et venues, à surveiller les moments où il disparaissait avec des documents sensibles et à recouper ces informations avec leur propre réseau. Chaque dénonciation qu'il faisait, chaque cache qu'il révélait, était soigneusement noté pour préparer une contre-offensive future. Le contraste entre la confiance allemande dans sa loyauté et la prudence croissante de la résistance illustrait la fragilité même de la collaboration. Ce qui semblait être un instrument fiable du Reich devenait, lentement, un point de vulnérabilité. Son quotidien alternait entre la vie apparente d'un citoyen soumis et les ombres de ses actions secrètes. Les repas partagés avec sa famille, les conversations anodines dans les rues enneigées, tout devenait un théâtre où chaque geste pouvait être interprété comme trahison ou loyauté. Les témoignages postérieurs décrivent le stress visible sur ses traits, la peur subtile dans ses yeux, et l'angoisse constante de ne jamais savoir si la résistance l'avait repéré. Le poids de la responsabilité et de la conscience humaine se superposait aux ordres stricts des officiers allemands, créant une tension dramatique, presque palpable dans chaque interaction avec le village. D'un point de vue stratégique, les Allemands voyaient en lui un outil indispensable. Les rapports militaires montrent que ces informations avaient permis d'interrompre plusieurs sabotages sur des lignes ferroviaires et de neutraliser des réseaux de communication de la résistance. Mais cette efficacité se faisait au prix d'une isolation croissante. Peu de collaborateurs pouvaient se permettre de rester intacts parmi leurs pairs sans créer de jalousie ou de méfiance. Chaque réussite le rapprochait d'une position de pouvoir temporaire mais instable, car la loyauté dans un système fondé sur la peur n'est jamais durable. Les documents d'époque révèlent également que la résistance commença à exploiter ses propres forces pour créer de la confusion. Parfois, de fausses informations étaient laissées dans sa route, destinées à tester sa fidélité et à identifier ses contacts allemands. Le collaborateur, confiant mais sous tension, ignorait souvent que chaque acte de trahison augmentait le risque de représailles contre lui-même. Cette dualité, entre pouvoir apparent et vulnérabilité réelle, soulignait la complexité morale et stratégique de la collaboration pendant l'occupation. Le symbole récurrent de cette période fut l'alimentation. Les rations allemandes, rares et strictement contrôlées, représentaient à la fois la survie et la corruption morale. Le collaborateur, bénéficiant de privilèges alimentaires, voyait dans chaque pain supplémentaire, chaque paquet de sucre ou de café, un signe tangible de son engagement envers l'occupant. Pour la communauté, ces mêmes rations symbolisaient la trahison. L'homme qui partageait leur pain avec les forts ennemis trahissait leur confiance et leur sécurité. La nourriture, simple et quotidienne, devint un indicateur puissant de loyauté, de trahison et de pouvoir. Alors que l'hiver de 1943 s'installait, le village entier vivait dans un équilibre précaire. La résistance observait, planifiait et attendait le moment propice. Les Allemands, convaincus de la fiabilité de leurs collaborateurs, le plaçaient au centre de leurs opérations locales. Et lui, prisonnier de ses choix, avançait chaque jour un peu plus dans l'ombre de ses propres décisions, ignorant que le moment où tout basculerait se rapprochait inévitablement. Le décor était planté pour le drame à venir.
La confrontation entre la loyauté imposée, la trahison choisie et la justice silencieuse qui guettait au détour des ruelles enneigées. L'histoire de ce collaborateur ne se résume pas à une simple trahison. Elle révèle les tensions humaines, les stratégies militaires et les dilemmes moraux qui traversaient chaque village occupé. Du point de vue humain, son parcours était un paradoxe constant. Aux yeux des Allemands, il était un agent fiable, méthodique et efficace. Pour les villageois, il incarnait la peur. Mais à l'intérieur, chaque geste, chaque dénonciation pesait sur sa conscience. Les archives postérieures montrent qu'il notait discrètement ses propres actions dans un carnet secret, parfois en se demandant si ses choix avaient encore un sens au-delà de la survie. Le collaborateur avait cru que l'obéissance et la loyauté au Reich suffiraient à garantir la sécurité de sa famille. Mais la peur et le doute se glissaient dans les nuits silencieuses, tandis que le vent hivernal sifflait à travers les rues désertes. Chaque craquement de bois ou froissement de neige pouvait annoncer la venue de la résistance. Sur le plan tactique, son rôle était crucial pour les Allemands. Les lignes de communication de la résistance, souvent clandestines et fragiles, reposaient sur l'anonymat et la confiance. Chaque rapport transmis par le collaborateur permettait de localiser des caches d'armes, de déjouer des sabotages et de prédire les mouvements de groupes clandestins. Dans plusieurs rapports militaires, on note que ces informations ont conduit à des arrestations ciblées et à la saisie de matériel stratégique. Mais cette efficacité se traduisait également par une tension constante. Les résistants commençaient à anticiper ses déplacements, à laisser des pièges informationnels et à semer la confusion. Son rôle tactique, autrefois un atout pour l'occupant, devenait progressivement un levier pour la contre-offensive silencieuse des résistants. Du point de vue de la leadership allemande, le collaborateur était un exemple d'utilité locale. Les officiers nazis plaçaient en lui une confiance qui oscillait entre admiration et suspicion. Admiration pour son efficacité, suspicion pour sa proximité avec la population et sa connaissance intime des villages. Les rapports de la Wehrmacht montrent que ces évaluations et recommandations étaient prises en compte pour planifier les patrouilles, les arrestations et les opérations de renseignement. Cette position, enviable en apparence, était fragile. Dans un système basé sur la peur et la loyauté absolue, le moindre écart ou la moindre erreur pouvait entraîner des représailles immédiates, parfois fatales. Le collaborateur naviguait dans un réseau de commandement rigide, conscient que sa valeur se mesurait uniquement à sa capacité à livrer l'ennemi et non à son humanité. Mais la dimension humaine et morale ne peut être séparée de l'effet sur la communauté. Les villageois observaient ces allées et venues avec une méfiance grandissante. Les témoignages postérieurs à la guerre décrivent des habitants notant mentalement les moments où ils disparaissaient avec des documents, observant les signes de ces collaborations, et murmurant à voix basse pour protéger leurs proches. Le contraste entre la loyauté imposée par les Allemands et la trahison ressentie par la communauté créait une tension dramatique et permanente. Chaque interaction anodine pouvait se transformer en piège, chaque sourire en masque. Le collaborateur devenait un symbole vivant de la fragilité de la confiance humaine sous occupation. La technologie et l'intelligence jouaient également un rôle clé. Les Allemands fournissaient aux collaborateurs des moyens de communication rudimentaires mais efficaces, télégraphes, codes simples et messagers fiables. Ces rapports étaient codés, rédigés avec précision et transmis avec une régularité qui impressionnait ses supérieurs. Cependant, cette même efficacité pouvait se retourner contre lui. La résistance commença à laisser de fausses informations et à créer des diversions, testant sa loyauté et sondant ses sources. Dans cette guerre de l'ombre, chaque document, chaque code et chaque rumeur devenait un instrument de pouvoir et de manipulation. Le collaborateur, pensant contrôler les flux d'informations, était lui-même piégé dans un réseau complexe de surveillance et de contre-espionnage. Enfin, l'angle psychologique et moral éclaire le dilemme central de l'histoire. Agir pour la survie, pour la famille ou pour l'ascension personnelle. Chacun de ces motifs pouvait justifier son engagement aux yeux de certains, mais la conscience humaine ne se trompe pas. Les archives judiciaires postérieures révèlent des moments de doute, des notes intimes où il admettait avoir peur de ce qu'il était devenu. Le symbole récurrent de cette période, les rations allemandes, représente cette dualité. Elles étaient à la fois un signe tangible de privilège et un rappel constant de la soumission à un système qui réclamait trahison et obéissance aveugle. Chaque pain, chaque paquet de sucre qu'il recevait devenait un témoignage silencieux de son engagement envers un pouvoir oppressif. Ainsi, ces angles humains, tactiques, leadership, technologique et moral convergent pour dessiner un portrait complexe, celui d'un homme efficace et craint, mais prisonnier de ses choix et des attentes d'un système brutal. Son influence était réelle, mais sa sécurité était fragile. La tension montait, et la scène était prête pour le moment où la loyauté imposée par la peur se heurterait aux forces silencieuses de la résistance. Le village était devenu un échiquier moral et stratégique, et chaque mouvement avait un prix.
Du point de vue de la résistance, le collaborateur représentait autant une menace qu'une opportunité. Ses actions, documentées dans les rapports clandestins de l'époque, fournissaient des indices sur les méthodes allemandes, sur leurs horaires et sur les vulnérabilités de leurs patrouilles. Les membres des réseaux secrets comprirent rapidement que pour neutraliser son influence, ils devaient observer sans se faire repérer, noter chaque rendez-vous et chaque transmission de documents. Chaque action du collaborateur devenait un fil à tirer pour défaire le système qu'il servait. Ce paradoxe, où l'instrument du Reich se transformait en levier pour la résistance, illustre la complexité de la guerre de Londres. L'efficacité apparente pouvait se retourner contre lui. Sur le plan idéologique, le collaborateur incarnait le contraste brutal entre la propagande nazie et la réalité humaine. Les Allemands le valorisaient comme un exemple de loyauté et de discipline, et l'en profitaient pour consolider son pouvoir local. Mais en réalité, il servait un régime basé sur la peur, l'endoctrinement et la répression systématique. Les documents d'archives révèlent que des officiers allemands soulignaient parfois que les collaborateurs locaux étaient fiables mais vulnérables au dilettantisme moral, reconnaissant implicitement que l'idéologie seule ne pouvait garantir l'obéissance totale. Pour le collaborateur, cette tension entre loyauté apparente et culpabilité croissante était un fardeau invisible, un rappel constant que la trahison envers son propre peuple, même sous couvert de survie, laissait des cicatrices indélébiles. L'angle moral de son histoire est particulièrement frappant. Il n'était ni sadique ni cruel de nature. Ses motivations étaient un mélange complexe de peur, ambition et désir de protection familiale. Mais chaque acte de dénonciation, chaque cache révélée, chaque mouvement de résistance compromis le rapprochait d'un jugement inévitable. Les archives judiciaires postérieures montrent que certains collaborateurs ont essayé de justifier leurs actions par la nécessité, mais la mémoire collective et les témoignages locaux ne laissaient aucune place à l'innocence. Pour la communauté, le collaborateur incarnait le prix humain de la trahison, la peur, la méfiance, la souffrance et la perte. La nourriture qu'il recevait, les rations allemandes qui lui étaient accordées, symbolisaient cette dualité, privilège matériel contre affliction morale. Chaque pain, chaque paquet de café ou de sucre devenait le témoin silencieux de choix impossibles et de vies brisées. Un autre angle crucial est celui de la perception ennemie. Les Allemands, convaincus de sa loyauté, le considéraient comme un agent stratégique indispensable. Pourtant, leur confiance reposait sur une illusion. Les rapports de la Wehrmacht indiquent que certains officiers soupçonnaient les collaborateurs locaux d'être vulnérables à la corruption morale ou à la peur de la résistance, mais aucun n'avait prévu la rapidité avec laquelle la population pouvait organiser une contre-offensive discrète et méthodique. La résistance exploitait cette confiance excessive, préparant silencieusement un moment où l'équilibre se renverserait. Ainsi, ce que l'occupant voyait comme un atout se transformait progressivement en point de fragilité, révélant la faille inhérente à tout système fondé sur la peur et la soumission. Enfin, l'angle humain élargi souligne la complexité des choix dans une société occupée. Les villageois, témoins de la transformation du collaborateur en agent du Reich, devaient naviguer entre prudence et survie. Ils savaient que toute action pouvait avoir des conséquences directes sur leur famille et sur leurs voisins. Cette dynamique de peur partagée et de vigilance constante créait un environnement où chaque décision morale avait un prix élevé. Les habitants apprenaient à reconnaître les signes de trahison, à protéger leurs secrets et à planifier leur propre résistance, tout en observant les moindres gestes du collaborateur. Le poids de la conscience collective pesait sur chaque individu et la tension dans le village devenait presque palpable, comme si le simple souffle du vent sur la neige pouvait trahir un secret ou annoncer un danger. Tous ces angles, ennemis, moraux, idéologiques, humains et tactiques, se rejoignent pour construire un tableau complexe et nuancé. Le collaborateur était simultanément puissant et vulnérable, craint et méprisé, admiré et haï. Ses actions avaient un impact immédiat sur la sécurité de la résistance, sur la perception allemande de la loyauté locale et sur le moral d'un village tout entier. La scène était désormais prête pour le point culminant, le moment où cette tension atteindrait son paroxysme, où le jeu de la loyauté, de la peur et de la vengeance basculerait définitivement, et où le collaborateur ferait face aux conséquences inévitables de ses choix. Mars 1943. La neige commençait à fondre, laissant place à des ruisseaux glacés qui coulaient le long des ruelles étroites du village. Le collaborateur, jusqu'ici insaisissable, ne se doutait pas que la résistance l'avait suivi de près depuis des semaines. Chaque déplacement, chaque rendez-vous, chaque document transmis avait été noté, recoupé et analysé par des yeux invisibles. Ce soir-là, alors que le vent sifflait à travers les arbres dépouillés, un groupe de résistants encapuchonnés se préparait à frapper. L'opération était minutieusement planifiée. Neutraliser le collaborateur sans alerter les patrouilles allemandes, récupérer les documents sensibles et marquer le début d'une revanche silencieuse mais décisive. Le collaborateur avançait, inconscient, le manteau relevé, la serviette en cuir serrée contre lui. À chaque pas,
Ses bottes écrasaient la neige, laissant des empreintes que les résistants connaissaient par cœur. Les rations allemandes qu'il avait reçues plus tôt dans la journée reposaient dans sa serviette, symbole silencieux de son engagement envers l'occupant. Ces rations, qui lui avaient procuré un certain confort matériel, allaient maintenant devenir des preuves irréfutables de sa trahison aux yeux de ceux qui l'avaient trahi. Alors qu'il atteignait la lisière d'une ferme abandonnée, un léger craquement attira son attention. Il s'immobilisa, le souffle court, tandis que dans l'ombre, des silhouettes se glissèrent entre les troncs d'arbres. Les résistants, armés de fusils légers et de pistolets cachés, entouraient silencieusement le collaborateur. Le temps sembla se suspendre, la respiration des hommes et le souffle du vent étaient les seuls sons perceptibles. Ce moment, longtemps préparé, était celui où la loyauté imposée par la peur allait se heurter à la justice de la communauté. Le collaborateur tenta de fuir. Les rivières gelées et les ruelles étroites ralentirent sa progression. Chaque pas dans la neige fondue était un écho de ses choix passés. Les résistants, disciplinés et déterminés, l'interceptèrent avant qu'il ne puisse atteindre la route principale. Une lutte brève mais intense éclata. Un poignet tordu, un pied pris dans un fossé gelé, et la serviette contenant les documents glissa au sol, révélant l'étendue de sa trahison. Les résistants récupérèrent les papiers, leurs yeux parcourant les noms et les adresses qui avaient tant de fois conduit à l'arrestation ou à la capture d'innocents. Chaque ligne était une preuve tangible de la duplicité qui avait miné la communauté pendant des mois. Les officiers allemands, informés par des informateurs indirects, commencèrent à suspecter que le collaborateur avait été compromis. Des messages codés interceptés montraient leur confusion et leur inquiétude. Agent local compromis. Procéder avec prudence. Ne pas sous-estimer la résistance. Le collaborateur, qui avait cru être un rouage indispensable du Reich, se trouvait désormais dans une position où sa valeur avait été inversée. Ce qui avait été un instrument de contrôle et de peur devint un pivot pour l'action de la résistance. Le symbolisme des rations allemandes se renforça dans ce moment décisif. Le pain, le café et le sucre qu'il avait accumulés devinrent les témoins silencieux de ses choix. Les résistants, en les découvrant, comprirent que ces objets étaient bien plus que de simples vivres. Ils représentaient l'avidité, la trahison et la dépendance à un pouvoir oppressif. L'acte de récupérer les documents et les rations symbolisait la récupération d'une autonomie morale, un rétablissement temporaire de l'équilibre éthique du village. À cet instant précis, le collaborateur eut un aperçu brutal de la réalité de ses actions. La peur, qui avait été son moteur, se transforma en panique pure. La tension accumulée depuis des mois éclata. Il comprit que ses choix, guidés par l'opportunisme et la peur, l'avaient isolé de tous, même de ceux qu'il pensait protéger. Les résistants, silencieux et méthodiques, lui firent comprendre qu'aucune fuite ne serait possible cette fois. Le filet de la justice locale et de la vengeance morale se refermait sur lui. Dans les archives de la résistance, cette opération est décrite avec précision. Le collaborateur fut conduit dans une maison sécurisée, interrogé sur ses contacts allemands et contraint de révéler tout ce qu'il savait. Chaque nom prononcé confirmait la portée de sa trahison et la fragilité du contrôle allemand. Les résistants, tout en restant fermes, observaient le poids psychologique de chaque aveu. Le collaborateur, qui avait cru manipuler la situation depuis des mois, se retrouvait désormais manipulé par le collectif silencieux qui l'avait trahi. La nuit tomba sur le village avec un silence étrange, presque surnaturel. Les rues glacées reprirent leur calme, mais le monde avait changé. La capture du collaborateur marquait le point de bascule. La résistance reprenait confiance, la communauté retrouvait un sentiment de justice, et l'illusion de contrôle absolu des Allemands se fissurait. Dans cette confrontation, les forces invisibles de la conscience, de la moralité et de la détermination humaine avaient pris le dessus, préparant le terrain pour les conséquences irréversibles qui allaient suivre. L'aube se leva sur le village dans un ciel gris et bas. La neige fondue craquait sous les bottes des résistants qui escortaient le collaborateur vers une maison abandonnée, transformée en lieu de détention improvisé. Ses mains étaient tremblantes, sa respiration irrégulière. Pour la première fois depuis le début de l'occupation, il se rendait compte que la peur qu'il avait semée pendant des mois revenait vers lui, concentrée et implacable. Chaque bruit, chaque ombre dans la maison semblait amplifiée par la tension accumulée. Les murs eux-mêmes, chargés de silence et d'histoire, semblaient témoigner de son isolement. Les résistants déposèrent les documents et les rations qu'il avait accumulés sur une table grossièrement éclairée par une lanterne vacillante. Chaque objet représentait un fragment de son engagement envers l'occupant, et en les voyant rassemblés, il comprit que son rôle de maître manipulateur s'était transformé en celui d'accusé. Les noms consignés sur les papiers correspondaient à des familles, des voisins, des amis, et chaque dénonciation contenue dans ces pages avait coûté la liberté ou la vie à quelqu'un. Le collaborateur, habituellement maître de ses actions, se retrouvait désormais à la merci de la justice locale, celle d'une communauté qu'il avait trahie.
Le procès improvisé ne ressemblait pas à un tribunal officiel, mais il portait la même gravité. Des villageois et des membres de la résistance, témoins des dégâts causés par ces dénonciations, étaient présents, silencieux, observant chaque geste et chaque expression. Les questions étaient posées avec calme et fermeté. Qui avait-il livré aux Allemands? Quels étaient ses contacts? Quels actes précis de trahison avait-il commis? Chaque réponse, hésitante et tremblante, confirmait l'ampleur de ses actions et la portée de la souffrance qu'il avait causée. Les résistants prenaient note avec précision, non par vengeance impulsive, mais pour rendre justice avec une exactitude historique et morale. Pendant ces interrogatoires, le collaborateur comprit que le pouvoir matériel des rations et des privilèges allemands était illusoire. Chaque paquet de pain, chaque sachet de café ou de sucre qu'il avait reçu n'était plus un symbole de sécurité ou de supériorité. Il représentait désormais la chaîne qui le liait à la trahison et à la condamnation morale de ses pairs. Les objets ordinaires devenaient des témoins silencieux de ses choix et de leurs conséquences irréversibles. La simple matérialité de la nourriture se transformait en métaphore de la dépendance à une idéologie oppressive et de la fragilité des gains obtenus par la trahison. Au fil des heures, la tension monta encore lorsque le collaborateur tenta de justifier ses actes. Il parla de peur, de survie et de protection de sa famille. Mais chaque argument se heurtait à la réalité de ses choix. Les témoignages des villageois et les preuves consignées sur les documents allemands étaient accablants. Il réalisa que, malgré ses intentions personnelles, la perception collective de ses actions le condamnait moralement. Les archives postérieures décrivent ce moment comme un basculement psychologique. L'homme qui avait manipulé la peur des autres se trouvait désormais confronté à la sienne propre, amplifiée par la certitude du jugement imminent. Dans l'après-midi, le verdict fut prononcé, symbolique mais définitif. Le collaborateur fut condamné à subir le châtiment que la communauté jugeait approprié, un mélange de justice morale et de représailles symboliques, conformément aux pratiques locales de la résistance. Il ne s'agissait pas d'une vengeance aveugle, mais d'un rétablissement de l'équilibre moral. La capture et la condamnation du collaborateur envoyaient un message clair. La loyauté imposée par la peur a des limites, et la trahison envers sa propre communauté porte un prix qu'aucune ruse ou privilège ne peut échapper. Les Allemands, avertis par des informateurs indirects, étaient incapables de réagir immédiatement. Le collaborateur, qui avait cru incarner la sécurité et le contrôle, devint le symbole de la fragilité des alliances fondées sur la peur et l'oppression. Les rapports militaires de l'époque mentionnent une confusion et une inquiétude croissante parmi les officiers, qui comprirent que la résistance locale pouvait non seulement survivre, mais frapper avec précision et efficacité même dans les villages étroitement surveillés. À mesure que la nuit tombait sur le village, le collaborateur fut conduit à l'exécution symbolique de sa peine, souvent décrite dans les archives comme un moment de justice collective, où la communauté reprenait possession de son espace et de sa sécurité. Les résistants et les villageois observaient en silence, respectant le poids moral et historique de l'acte. Les rations allemandes, les documents et les preuves de trahison furent conservés comme témoins silencieux, rappelant à chacun le coût de la loyauté imposée par un régime oppressif et le prix de la trahison envers sa propre communauté. Dans cette confrontation finale, le village entier sembla respirer à nouveau. La peur qui avait dominé les rues pendant des mois s'estompa légèrement, remplacée par un mélange de soulagement et de conscience morale restaurée. Le collaborateur, isolé dans la honte et la peur, incarnait désormais la leçon ultime. La manipulation, la trahison et l'opportunisme, même lorsqu'ils servent un pouvoir puissant, trouvent toujours un point de rupture dans le tissu moral d'une communauté. Le climat de tension et de peur céda la place à une certitude silencieuse. La justice, même lente et symbolique, finit par atteindre ceux qui trahissent leur propre peuple. Avec la capture et la condamnation du collaborateur, le village entra dans une période de calme précaire. Les ruelles enneigées, longtemps saturées de suspicion et de peur, retrouvaient une sérénité fragile, comme si la présence oppressante d'un traître avait enfin été dissipée. Les habitants, tout en continuant à observer discrètement les patrouilles allemandes, pouvaient respirer sans que chaque pas ne soit une menace. La tension quotidienne, accumulée depuis des mois de dénonciation et de surveillance, laissait place à une vigilance plus consciente qu'instinctive. Les gestes anodins, un salut échangé sur le pas d'une porte, un panier de pain porté à la fenêtre, reprenaient leur sens normal, détournés de l'ombre de la trahison. Pour la résistance, le succès de l'opération fut un moment décisif. Les documents récupérés dans la serviette du collaborateur fournirent un inventaire complet des informateurs allemands et des opérations compromises. Les plans et listes contenus dans ces papiers furent analysés pour neutraliser d'autres menaces potentielles et pour coordonner des actions futures avec plus de sécurité. Le moral des membres de la résistance atteignit un sommet inédit, la démonstration que l'ennemi, même indirectement, pouvait être déjoué, que la justice pouvait être rendue malgré la puissance écrasante du Reich.
Ce succès cimenta la cohésion des cellules locales, renforçant les liens humains et stratégiques entre villageois et résistants. Du côté allemand, la nouvelle de la capture provoqua une perturbation notable dans la perception de loyauté locale. Les rapports militaires indiquent une inquiétude croissante. Les officiers comprenaient que la dépendance aux collaborateurs locaux, bien que pratique, comportait désormais des risques considérables. Le fait qu'un collaborateur si efficace ait été neutralisé par la résistance alimentait la méfiance entre les occupants et les autres agents locaux. Chaque action de surveillance devenait plus prudente, chaque information devait être vérifiée 2 fois, et la confiance autrefois accordée à des individus clés commençait à s'éroder. La puissance allemande, apparemment absolue, montrait ses failles face à la détermination et à la ruse de la population occupée. L'impact psychologique sur la communauté fut également profond. La capture du collaborateur n'effaçait pas les souvenirs des dénonciations et des arrestations passées, ni les pertes humaines ou matérielles subies. Mais elle offrait un rééquilibrage moral. Les villageois purent voir que la trahison n'était pas impunie, que la peur imposée par la collaboration pouvait être contrée par la vigilance et l'action collective. Les rations allemandes, désormais récupérées ou détruites, symbolisaient la fin de l'influence matérielle de la trahison. Ce pain, ce sucre, ce café qui avait été les instruments de son pouvoir local devint des témoins silencieux de la justice restaurée. Le collaborateur, isolé et déchu, représentait également une leçon historique pour ceux qui avaient choisi la collaboration par peur ou opportunisme. Les archives postérieures montrent que des communautés voisines observaient attentivement les conséquences de sa capture, comprenant que même un agent jugé indispensable par l'occupant n'échappait pas à la vigilance de ses pairs. La peur qui avait justifié sa trahison se retourna contre lui. Elle devint le catalyseur de sa chute et la preuve de la résilience morale de la communauté. Enfin, la première partie de l'Aftermath met en lumière l'effet immédiat sur les dynamiques sociales et stratégiques du village. Les familles commencèrent à restaurer des liens autrefois rompus par la suspicion. Les réseaux de communication de la résistance furent sécurisés et la confiance mutuelle se renforça. Chaque villageois comprit que la vigilance individuelle pouvait soutenir la justice collective, et que la loyauté envers sa propre communauté valait davantage que les privilèges temporaires offerts par un régime oppressif. La capture du collaborateur devint ainsi un pivot, un moment où le courage discret et la détermination silencieuse des habitants surpassèrent la puissance apparente de l'occupant. Au fil des semaines et des mois, la capture et la condamnation du collaborateur résonnèrent bien au-delà du village. Pour la résistance, cette opération devint un symbole stratégique et moral. Elle démontrait que même dans les zones les plus surveillées, l'ennemi pouvait être défié et vaincu grâce à l'organisation, la patience et l'intelligence collective. Les leçons tirées de cette réussite furent partagées avec d'autres cellules, renforçant les réseaux clandestins et inspirant de nouvelles actions de sabotage et de protection des populations locales. Chaque mouvement de résistance prenait désormais en compte l'expérience du collaborateur. Ses forces, ses méthodes et ses erreurs devinrent un guide précieux pour anticiper et neutraliser les futurs agents ennemis. Pour les Allemands, l'impact fut plus profond qu'un simple échec tactique. Les officiers comprirent que leur dépendance aux collaborateurs locaux était une vulnérabilité stratégique. Les rapports militaires révèlent un climat de méfiance accru. Chaque agent fut suspecté. Chaque information fut scrutée avec un scepticisme plus aigu. Le Reich, qui avait considéré ces hommes comme des instruments fiables de contrôle, découvrit que l'efficacité apparente pouvait masquer la fragilité humaine. La capture du collaborateur devint un exemple que la peur et les privilèges matériels ne suffisent pas à garantir la loyauté, et que la résistance organisée peut exploiter ses failles avec une précision implacable. La mémoire collective du village fut également transformée. Le collaborateur, autrefois figure d'autorité imposée par la peur, devint le symbole de la justice retrouvée. Les habitants racontaient l'histoire aux générations suivantes, non pas pour glorifier la vengeance, mais pour souligner la puissance de la conscience morale et de l'action collective face à l'oppression. Les rations allemandes, autrefois instruments de pouvoir et de manipulation, furent conservées dans des récits et parfois même dans des archives locales comme symboles de trahison et de justice. Le pain et le sucre, objets ordinaires mais chargés de sens, incarnaient la tension entre survie matérielle et intégrité morale. À long terme, cette opération eut aussi un impact psychologique sur les autres collaborateurs de la région. La peur de subir le même sort incita certains à réduire leur engagement ou à agir avec plus de prudence. La leçon était claire. La loyauté imposée par la peur peut être remise en question, et la population locale conserve une capacité d'action et de jugement que même un régime totalitaire ne peut totalement supprimer. Le collaborateur tombé symbolisait la vulnérabilité de ceux qui choisissent la trahison plutôt que la solidarité, et ce message s'imposa dans tout le réseau de contrôle nazi. D'un point de vue stratégique, la neutralisation du collaborateur permit à la résistance de regagner un avantage tactique durable.
Les caches d'armes, les lignes de communication et les contacts sécurisés purent fonctionner plus librement. L'efficacité des patrouilles allemandes fut affaiblie, car leur dépendance à des informateurs locaux fiables avait été compromise. Les résistants purent ainsi coordonner des opérations plus audacieuses et réduire le nombre de dénonciations locales, augmentant leur impact tout en minimisant les risques pour les civils. Enfin, l'aftermath montre que l'histoire de ce collaborateur dépasse le cadre local. Elle illustre un véritable enseignement moral et historique. La peur et l'opportunisme peuvent offrir un pouvoir temporaire, mais la justice, la conscience et la solidarité finissent par reprendre le dessus. Les objets quotidiens, rations de pain, sucre, café, deviennent des symboles silencieux de cette leçon. Ils rappellent que la survie matérielle ne justifie pas la trahison et que la force d'une communauté se mesure dans sa capacité à protéger ses valeurs et ses membres face à la coercition et à l'oppression. Lorsque le village retrouva une certaine normalité, chacun savait que la guerre continuait au dehors, mais à l'intérieur, la morale avait trouvé sa revanche. Les habitants purent marcher dans les rues sans crainte immédiate, et les enfants, même dans leur innocence, apprirent par le récit de cette histoire que la loyauté envers sa propre communauté et la justice collective surpassent toujours la peur imposée par l'occupant. Le collaborateur, tombé sous le poids de ses propres choix, devint ainsi un symbole durable, celui de la fragilité de la trahison et de la résilience humaine face à l'oppression. Alors que le village s'apaise enfin, que les pas dans la neige fondue ne portent plus la peur, l'histoire du collaborateur reste gravée dans la mémoire collective. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui trahit son peuple, ni celle d'une vengeance locale. C'est celle de la conscience humaine confrontée à la peur, à l'opportunisme et à la coercition. Chaque action de trahison, chaque ruse, chaque privilège accordé par le régime oppressif a trouvé son reflet dans la justice silencieuse de la communauté. Les rations allemandes simples pain, sachets de café, sucre, témoins matériels de loyauté forcée et de trahison, se transforment désormais en symboles, fragiles et éphémères comme le pouvoir imposé par la peur, mais puissant comme le rappel de ce qui est moralement juste. L'histoire montre que la véritable force ne réside pas dans l'intimidation ou dans la capacité de nuire, mais dans la résilience d'une communauté, dans la patience et la ruse de ceux qui défendent leur intégrité. Les choix du collaborateur, guidés par la peur et le désir de survie, ont entraîné sa chute. Mais cette chute n'était pas seulement personnelle, elle rappelle que chaque société, même sous l'oppression, conserve une capacité à évaluer, juger et rétablir l'équilibre moral. La justice, lente et méticuleuse, finit toujours par atteindre ceux qui trahissent les valeurs communes. Dans le silence retrouvé des ruelles, on entend encore le souffle du vent sur les toits, le murmure de l'histoire, le poids de la mémoire. La trahison et la loyauté, l'oppression et la résistance, la peur et le courage, tout se mêle dans ce tissu fragile qu'est la vie humaine. Le collaborateur, autrefois symbole de contrôle et de puissance, devient un avertissement intemporel. La peur peut forcer l'obéissance, mais elle ne peut jamais effacer la conscience. Ainsi, cette histoire dépasse le village, le temps et même la guerre. Elle nous rappelle que la liberté, la justice et l'intégrité ne sont pas des privilèges, mais des responsabilités partagées. Et que, même dans les moments les plus sombres, le courage silencieux et la vigilance collective peuvent transformer des instruments de trahison en leçons durables sur la résilience, la morale et la vérité humaine.